Salut tout le monde, c'est Jokers et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui porte toujours sur le jeu qui nous rassemble et nous passionne, j'ai nommé Sorare. Alors aujourd'hui on va parler stratégie. Pourquoi stratégie? Tout simplement parce que suite à mes dernières vidéos, vous êtes plusieurs à avoir rejoint l'aventure. Donc déjà ça me fait super plaisir et puis vous verrez, vous le regretterez pas, mais ça on en reparle dans quelques mois. Alors j'en profite tout de suite, comme ça ce sera fait, pour tous ceux qui sont motivés ou bien même encore un peu réticents. Allez-y, lancez-vous, c'est maintenant qu'il faut monter dans le wagon. Et pour ça, il vous suffit de cliquer sur mon lien de parrainage que j'ai remis juste sous cette vidéo. Et je vous rappelle qu'en passant par ce lien, vous aurez droit à une carte gratuite une fois vos 5 premières enchères effectuées. Alors aujourd'hui, on a dit stratégie. Le but de cette vidéo, ça va vraiment être de vous éviter de vous éparpiller et de faire des erreurs. Quand tu débarques dans un jeu où tu connais pas grand-chose, t'as vite fait d'aller voir un peu partout, d'acheter un truc à droite, un truc à gauche, sans trop savoir pourquoi t'as fait ça. Parce que le lundi, tu t'es dit, tiens, je vais faire ça, ça va être top. Puis au final, tu as réfléchi un peu et le lendemain, tu es parti sur un autre truc qui te semblait plus judicieux. Enfin bref, peu importe le jeu, que ce soit sur Sorare ou ailleurs, quand tu es un nouveau joueur, tu fonctionnes comme ça. Sauf si tu regardes des vidéos dans lesquelles tu as des gens qui te partagent leurs expériences et qui te donnent 2-3 conseils. Et donc moi, le premier conseil que j'ai à vous donner, ça va être de vous poser les bonnes questions. Et la première question à se poser, c'est qu'est-ce que vous venez faire sur Sorare? Quel est votre objectif? Est-ce que vous êtes simplement venu jouer? Et si c'est le cas, je pense que le championnat avec les cartes communes est largement suffisant. Seul bémol, vous pouvez aligner seulement une équipe par Game Week. Ou alors, est-ce que vous êtes venu là pour gagner de l'argent? Alors, je vous parle pas de quitter votre taf, encore qu'il y en a plusieurs qui actuellement doivent mieux gagner sur Sorare qu'au boulot. Mais ça, c'est pas le cas de tout le monde et en tout cas, c'est pas le mien. Par contre, se faire un petit complément de revenu, voire bien plus quand tes joueurs carburent bien, ça, c'est carrément abordable. Et ce qui est top dans Sorare, c'est que celui qui est venu là pour prendre son petit billet, en plus de ça, il a la possibilité de s'amuser et de vibrer à travers les matchs toutes les semaines. Donc, moi, je suis venu là pour me faire un peu d'argent de poche. Maintenant, la question c'est comment? Comment je vais faire? Quelles sont les différentes possibilités qui s'ouvrent à moi à travers le jeu pour faire gonfler mon capital de départ? Et c'est là qu'entrent en jeu les différentes stratégies. Alors moi, je vais vous en présenter 3, enfin plutôt 2,5, parce que vous allez voir qu'il y en a 2 qui sont quand même bien liés. Et puis après, pour ceux que ça intéresse, je vous présenterai ma stratégie personnelle en détail. Alors bien sûr, si vous regardez cette vidéo et que vous avez d'autres stratégies ou que vous fonctionnez différemment, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je suis vraiment preneur de tout. Donc la première stratégie, c'est la plus simple et la plus fun. C'est celle qui fonctionne sur le système de rewards. Pourquoi la plus simple? Tout simplement parce que tu as juste à aligner tes 5 joueurs. C'est le principe du gameplay SO5 proposé par Sorare. Et pourquoi la plus fun? Parce que tu as juste à mater les matchs dans ton canapé et kiffer quand tes joueurs sont en forme. Alors vu comme ça, c'est clair, ça fait rêver, mais c'est pas aussi simple que ça. Parce que quand tu commences à avoir quelques cartes et que tu peux faire plusieurs équipes, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Exemple, je peux faire une équipe en championnat américain, une en Challenger Europe, une en U23. Ah oui, mais je peux pas prendre tel gardien parce que sinon j'ai plus personne pour mon équipe Asia. Enfin bref, il y a moyen de passer un peu de temps dans la composition des équipes. Et pour vous faciliter la vie, vous avez l'outil Lineup Builder de Sorare Data que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Donc voilà, but du jeu, ça va quand même être d'aligner les équipes les plus compétitives possibles parce que vous allez voir, c'est pas si simple de marquer suffisamment de points pour avoir droit aux rewards. Et on va aller voir ça ensemble. Donc, on va prendre la Game Week de ce week-end et on va aller voir, Prize Pool en Limited All-Star. Alors, 25 000 joueurs enregistrés pour 2375 cartes. Donc, on va regarder en détail. Donc, on va dire que de la première à la 35e place, tu as une carte star à gagner avec, pour le podium, un petit billet en prime. De la 36e à la 235e place, tu as une carte tier 1 à gagner. 236 à 835, carte tier 2. Et 836 à 2375, une carte tier 3. Ok, si maintenant, on va voir à quoi correspondent ces tiers. Donc, en limited, All-Star, on est bon. Voilà, en star, vous pouvez taper du Mbappé, du Haaland, du Joshua Kimmich, enfin du très très lourd. En tier 1, ça va être des cartes qui valent entre 150 et 300 euros. Si on va voir en tier 2, on va être sur des cartes qui valent plutôt entre 50 et 150 euros. Et enfin, les tier 3, on est sur des cartes qui valent entre 10 et 50 balles si vous chattez vraiment. Donc maintenant, la question, ça va être combien de points faut marquer pour aller chercher tout ça? On va aller voir ça tout de suite. Donc on retourne là. Et cette fois-ci, on va aller dans Division. Donc Limited, All-Star, c'est tout bon. Alors, le premier, il nous a fait 481 points. Voilà son équipe. On a du Messi, du Douglas Santos,
Du Mbappé, bon là, à vue d'œil, t'en as pour à peu près 4000 euros. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être un peu plus bas. Donc on a dit 2375 places payées. Wow, ça va être laborieux. Alors... Tiens, tant qu'on est là, on a dit que jusqu'à la place 835, tu avais droit à une T2. Donc voilà, pour avoir un ordre d'idée, 362 points pour avoir une T2. Et on va aller voir. On a dit 2375. Ok, 2375, il est ici. Donc voilà, pour avoir une récompense, tier 3, il vous faut 325 points. Donc voilà, maintenant si tu divises 325 par 5, puisque tu as 5 joueurs, ça fait 325 par 5, ça fait du 65 points par joueur. Ce qui n'est pas négligeable parce que je vous rappelle qu'un joueur qui débute titulaire part avec un score de 35. Donc en fait, oui, ce système de rewards, il est top. Parce qu'on te demande juste d'aligner une équipe et après si tu gagnes une carte, bah, soit tu peux l'utiliser, soit si elle ne te plaît pas, bah, tu peux la vendre et là tu fais clairement 100% de bénéfice sur la vente de ta carte. Le souci, c'est que plus ça va, plus il faut marquer des points pour aller chercher les rewards. Ce qui va nécessiter de faire une équipe très compétitive et donc d'investir une certaine somme au préalable. Et pour m'être un peu renseigné, on parle ici de minimum 800 à 1500 euros. Donc il faut avoir le budget. Parce que si tu te fais ta petite équipe à 200 balles et que les 325 points nécessaires, tu les fais que 3 fois dans l'année sur un coup de chat et qu'en plus c'est pour ramasser une T3 à 20 balles, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Enfin si, parce que c'est toujours ça de prix, mais je pense qu'il y a mieux à faire. Au passage, pour ceux qui ont commencé à regarder un peu les prix, vous avez dû vous en rendre compte, pour avoir un gardien titulaire, bah, c'est à peu près 200 balles. Donc quand je parle d'une équipe à ce prix-là, t'as vraiment pas grand-chose. Donc c'est pas bien compliqué. Soit vous avez le budget et là vous pouvez vous faire plaisir, c'est-à-dire faire une ou plusieurs belles équipes et aller chercher des T2, T1 voire mieux chaque week-end. Soit vous n'avez pas le budget et dans ce cas-là, pas de panique, va falloir se le constituer et c'est là que la suite de la vidéo va devenir intéressante. Alors petit aparté, tout à l'heure je vous ai parlé de 2 stratégies liées, j'en touche un mot avant de passer à la suite. Si vous avez de quoi vous constituer une équipe rare, il y a un truc qui va être vachement intéressant et on va aller voir ça tout de suite. Ici, vous voyez qu'en All-Star, et seulement en All-Star, dans les récompenses, il y a 630 cartes à gagner et 1,3 ETH à se partager. Et à côté, il y a un petit plus. C'est quoi ce petit plus? Et bien si je clique là, voilà. En fait, dans cette division, il y a un système de paliers. Et c'est pas bien compliqué, parce que si tu marques plus de 205 points, tu passes le premier palier et tu prends d'office 20 balles. Et si tu marques plus de 250 points, tu prends 40 balles. Donc en fait, si tu fais tes 250 points à chaque Game Week, tu ramasses 80 balles par semaine. Alors sur une année, en sachant qu'il y a 52 semaines, je vous passe les calculs, ça fait plus de 4000 balles. Et 2000 euros si tu passes juste le premier palier. Moi je crache pas dessus. Par contre, ça veut dire qu'à chaque Game Week, il faut que tu mettes tes 205 points. Et du coup, va falloir être vachement intelligent dans le choix des joueurs. Alors par exemple, les critères, ça va être des joueurs en Europe et qui jouent forcément une coupe européenne. Donc Ligue des Champions, Europa League ou Conference League, de manière à pouvoir jouer les 2 Game Week de la semaine. Et il faudra impérativement que les mecs jouent minimum 90% des matchs. Donc vous avez compris, moi je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails. On aurait pu essayer de se constituer une petite équipe palier sympa, mais de 1, actuellement, j'ai pas le budget pour l'acheter, et de 2, c'est pas le but de cette vidéo. Alors si vous pouvez vous le permettre, allez pas acheter des joueurs Europe maintenant pour faire vos paliers, hein, parce que dans une semaine, on part pour 2 mois de trêve, donc faites pas cette bêtise. Cette petite parenthèse étant faite, on va pouvoir aborder la 3e et dernière stratégie que je vous présente aujourd'hui, le trading ou bien stratégie d'achat-revente tout simplement. Alors pour les joueurs de FIFA qui ont un peu traîné sur le mode FUT, vous allez vous y retrouver. Moi c'est un jeu sur lequel j'ai passé des heures et des heures à acheter des joueurs et à les revendre. Bon, aujourd'hui j'ai moins de temps, j'ai un taf en dehors donc j'ai plus des après-midi entières à passer devant l'écran, mais heureusement le trading sur Sorare ça demande pas autant de temps. Encore que ça dépend des techniques. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous présenter 4 techniques d'achat-revente. À vous de vous les approprier et de les utiliser comme vous le souhaitez. Alors ces techniques, elles vont pas avoir les mêmes caractéristiques. Déjà au niveau temporel. Parce que est-ce que je vise un bénéfice à très court terme, à moyen terme ou à plus long terme? Et donc forcément, si je veux faire du bénéfice tout de suite, ça va peut-être me demander de consacrer un peu plus de temps. Enfin bref, vous allez vite comprendre. Alors la première technique, elle fonctionne sur le système d'enchères proposé par Sorare. J'avais déjà expliqué dans ma première vidéo que quand vous placez une enchère sur un joueur, ça va être minimum 10% de plus que l'enchère actuelle.
Alors, on va prendre un exemple. Un joueur en Belgique. Voilà, on va aller voir ses cartes. Ok, on se met en ordre croissant. Alors, l'enchère ici termine dans 1 jour et 5 heures. Le prix le plus bas, il est de 0,048. Ici, si je veux placer une enchère, ça me met à, avec les 10%, 0,0429. Donc soit personne surenchérit et vous remportez la carte, soit il y en a un qui place une enchère plus haute et dans ce cas, on passe à la suivante. Si vous gagnez l'enchère, eh ben tant mieux, vous allez pouvoir immédiatement relister la carte et vous allez faire la meilleure proposition de vente. Par exemple, ici, vous mettez la carte à 0,047. S'il y en a un qui passe et qui veut cette carte, il va potentiellement prendre la vôtre, étant donné que c'est la moins chère, et vous faites votre bénéfice direct. Alors vous allez me dire, oui, mais il y en a un qui va sûrement mettre une enchère plus chère que la mienne. Alors oui, dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est qu'au lieu de mettre 0,429, vous mettez direct 0,044. Comme ça, avec les 10%, le prochain qui arrive, s'il veut mettre une enchère, ça sera minimum 0,048 et autant prendre celle-là direct. Donc si vous l'avez à 0,044 et que vous la relistez à 0,047, oui, c'est pas énorme, mais c'est une technique pour faire du bénéfice sur du très court terme. Et si vous faites ça plusieurs fois par jour, ça va vite devenir assez rentable. Donc voilà pour la première technique qui nécessite de passer un peu de temps, de proposer des enchères. Et puis vous allez voir que des fois, vous pouvez faire des super affaires. Regardez, on va aller voir sur Sorare Data. Voilà. Le gars ici, il a payé la carte 0,0340 aux enchères. Le lendemain, elle se vendait en vente directe à 0,0423. Donc même si vous ne la vendez pas à ce prix-là, il y a toujours un petit bénéfice à prendre. Voilà. Alors, les deux prochaines techniques que je vais vous présenter, c'est plutôt des techniques pour faire un bénéfice à moyen terme. Donc la première, elle est très connue et c'est pas forcément la plus catholique, mais elle fonctionne. En fait, le marché sur Sorare, et particulièrement sur les cartes limited, il est très volatile. C'est-à-dire que pour une raison ou pour une autre, le prix d'une carte va exploser ou à l'inverse complètement chuter. Et nous, on va utiliser cette volatilité pour tirer un bénéfice. Donc, on va prendre un exemple d'un autre joueur belge, Nicolas Raskin. Alors, on va se mettre ici sur 3 mois. Ok. Alors, Raskin, il était titulaire au Standard. Et début mars, qu'est-ce qui se passe? Pubalgie diagnostiquée, fin de saison pour Raskin. Immédiatement, chute du prix. Donc cette technique, elle va consister à acheter le joueur le jour même ou le lendemain de l'annonce de la blessure, pile au moment où on observe une chute du prix sur le marché. Alors je vous ai pas pris le meilleur des exemples parce que de 1 en mars, on a observé une chute générale du marché en Europe du fait de l'approche des fins de championnat, et de 2, Raskin, il est toujours pas de retour, donc vous n'avez pas vraiment de visu sur l'évolution du prix à la reprise. Donc je vais vous prendre un autre exemple un peu moins récent mais un peu plus parlant. On va aller voir Badiachil. Alors Badiachil, il s'est blessé aux ischios en novembre. L'annonce, elle a été faite le 26 novembre. Et on va aller voir en détail parce que c'est super, Sorare Data, il nous propose la fonctionnalité Zoom depuis pas longtemps. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? 26 novembre, chute du prix et après ça réaugmente. Alors Badiachil, il a été indisponible plusieurs semaines. Il est revenu, il a joué le dernier match de décembre et le 1er de janvier et il s'est répété. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Même chose, chute du prix et ça réaugmente. Donc c'est pas compliqué, si vous arrivez à le choper dans ce timing, regardez, là vous le prenez à 0,0380 et vous le revendez ici à 0,07. Alors bien sûr, je vous conseille de ne pas faire ça avec n'importe qui. Si vous prenez un joueur inconnu au bataillon qui joue en Suisse, je suis pas sûr que l'impact de la blessure sur le marché soit la même. Moi, je vous conseille de rester sur les 5 plus gros championnats européens, de viser des joueurs qui sont plutôt connus du public, titulaires quasi tout le temps et qui font des scores relativement corrects. Comme ça, derrière, vous n'êtes pas emmerdé pour le revendre. Alors, petit inconvénient de cette technique, attention aux mauvaises surprises. Et du coup, je vous conseille de ne pas vous ruer sur le marché si vous regardez un match et que vous voyez quelqu'un sortir sur civière. Parce que si malheureusement, le mec il s'est fait les croisés, là, votre investissement, il est bloqué pour au moins 6 mois. Donc c'est une technique qui fonctionne très bien sur du moyen terme, mais attention à ne pas acheter n'importe qui et à ne pas bloquer une trop grosse part de votre budget trop longtemps. Alors toujours dans cette optique de faire du bénéfice à moyen terme, on va également avoir la technique basée sur la fin et la reprise des championnats. Alors c'est pas bien compliqué à comprendre, quand le championnat arrive à terme, il n'y a plus de matchs, donc les joueurs n'ont plus de notes, ils deviennent entre guillemets inutiles pour aller chercher les rewards, donc les managers s'en séparent pour acheter d'autres joueurs dans les championnats où ça joue toujours.
Et donc là, le marché va tout simplement suivre la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire qu'il y a plus d'offres pour moins de demandes et donc le prix chute. Et on va aller voir ce que ça donne, toujours sur Sorare.data. Alors, je vais vous prendre deux exemples de joueurs en MLS, mais vous pourrez aller regarder par vous-même, c'est identique pour tout le monde. Donc le premier, on va aller voir Derrick Etienne. Alors, MLS, de novembre à février, c'est la trêve. Donc là, novembre, les prix sont au plus bas. Ça va augmenter petit à petit jusqu'à atteindre un pic à la reprise des championnats. Alors là, le pic, il a été un peu prolongé parce que Derrick, il a été décisif sur 4-5 matchs consécutifs. Donc son prix s'est un peu enflammé. Mais si on prend un autre exemple, toujours en MLS, Lewis Morgan, 6 mois, voilà, c'est la même chose. Augmentation légère pendant la trêve et explosion à la reprise du championnat. Et là, en ce moment, c'est la même chose qui est en train de se passer en Europe. Sauf que les gens commencent à anticiper de plus en plus. C'est-à-dire que le championnat n'est pas encore terminé, que les prix ont déjà commencé à chuter. Et paradoxalement, à l'approche des 2 derniers matchs de la saison, les prix commencent légèrement à réaugmenter. Je vous montre 2 exemples en Belgique. Emmanuel Agbadou. Alors, chute du prix à l'approche de la fin de championnat. Et là, ça commence à réaugmenter tout doucement. Deuxième exemple, Sergio Gomez. On se met sur 3 mois. Voilà, chute du prix. Et là, ça commence à réaugmenter tout doucement. Donc voilà, cette technique, je la trouve vraiment top parce que de 1, ça va vous faire bloquer votre budget seulement pendant la trêve, donc grosso modo pendant 2 mois. Et en plus de ça, vous allez pouvoir faire une rotation entre les championnats Europe, Amérique et Asia. Donc vraiment, je recommande. Du coup, on arrive à la 4e et dernière technique que j'ai à vous présenter. Et là, j'aurai pas grand chose à vous montrer. Celle-ci, elle va se faire plutôt sur du long terme. Alors, ça concerne l'achat de joueurs que je qualifie de pépites. Donc, c'est des jeunes joueurs qui sont pas forcément hyper connus, mais qui peuvent très bien l'être quand même, et sur lesquels je vais décider de parier. Alors, bien sûr, pas au hasard, hein. Là, ce qui va être important, c'est définir les caractéristiques du profil recherché. Donc forcément, joueur qui a moins de 23 ans. Joueur qui joue déjà, alors pas forcément dans un grand championnat, mais s'il fait que du banc, ça ne le fait pas. Donc soit déjà titulaire, soit il entre très souvent en cours de jeu. Et pour moi, le plus important, qu'il soit en sélection avec une équipe internationale. Et pas qu'il ait juste été appelé 1 ou 2 fois. Il faut que le mec il ait été appelé en U15, en U16, en U17, etc. et qu'actuellement il joue avec les espoirs. Et là, normalement, on réduit bien la marge d'erreur. Alors cette technique, elle a ses avantages et ses inconvénients. Avantage parce que oui, si vous tapez dans la pépite qui aujourd'hui vaut que dalle et qui demain va exploser, vous allez faire un bénéfice monstre. Par contre, inconvénient, si le mec il explose que dans 2 ou 3 ans, l'argent que vous avez investi sur lui, il va être bloqué pendant cette durée. Donc si vous avez un petit budget que vous voulez faire grossir rapidement, c'est pas la technique que je vous recommande le plus. Par contre, à mettre en place en parallèle d'une autre technique, pourquoi pas, du moment qu'elle ne bloque pas une trop grosse partie de votre budget. Donc voilà, je vous ai présenté 4 techniques de trading qui pour moi sont toutes très correctes et fonctionnent plus ou moins bien. Encore une fois, tout va dépendre de ce que vous voulez faire sur Sorare. Quel est votre budget ? Est-ce que vous voulez faire du bénéfice sur du très court terme ou alors vous n'avez pas envie de vous casser la tête, vous connaissez 2-3 noms sur lesquels vous allez parier et vous revenez voir dans un an ce que ça donne. Enfin voilà, ça va être à vous de bien réfléchir à ce que vous voulez faire. Et du coup, pour ceux que ça intéresse, je vais vous expliquer rapidement ce que moi j'ai décidé de faire. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis arrivé sur Sorare il y a un petit peu plus de 3 mois, tout début mars. Alors j'ai regardé pas mal de vidéos avant de faire quoi que ce soit. Tout simplement parce que quand il y a de l'argent en jeu, j'aime pas faire n'importe quoi. Au passage, je pense que ça m'a évité pas mal d'erreurs, même si les premières cartes que j'ai achetées sont pas forcément les cartes que j'achèterai aujourd'hui. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 500 € en 2 fois sur un intervalle de temps très court. Et là, récemment, avec l'importante chute de l'Ether, j'ai réinjecté 500 €. Donc en tout, pour 1000 €, j'ai eu un petit peu moins de 0,4 Ether. Donc d'après ce que j'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, je considère que 1000 € c'est trop faible pour faire une équipe réellement compétitive et aller chercher des rewards. Pour moi, le but du jeu, ça va être de monter mon capital pour pouvoir investir dans une équipe sans bloquer 80 à 90% de mon budget. Et donc je me suis fixé comme objectif d'atteindre 1 Ether d'ici 1 an. Et à ce moment-là, je me poserai la question de scinder le budget en 2 avec un truc du genre 70% pour aller chercher les rewards et 30% pour continuer le trading. Donc voilà, aujourd'hui, c'est 100% de mon budget qui est consacré au trading.
Et alors moi, la technique qui me semble la plus pertinente par rapport à mon budget et au temps que je passe sur le jeu, c'est celle des fins de championnat. Par contre, j'ai décidé de ne pas acheter n'importe quel joueur. Je m'explique. Je vais acheter des joueurs dont le profil s'apparente à celui des pépites que j'ai décrit tout à l'heure. Pourquoi ? Tout simplement parce que quoi qu'il arrive, je limite au maximum le risque de perdre de l'argent. Je vais prendre un exemple qui n'a pas dû arriver beaucoup, mais si jamais je ne me retrouve pas dans la merde. Mettons qu'en fin de championnat, j'achète un joueur de 21 ans et que malheureusement, il se fait les croisés sur son dernier match. Déjà, je ne peux pas le revendre 2 mois plus tard à la reprise du championnat. Donc il revient au bout de 7 mois et là, gros coup de malchance, fracture tibia. Bon, le mec à la limite, en tout, il va passer max 2 saisons en dehors des terrains. Il revient à 23 ans, c'était quand même un joueur à haut potentiel puisque sélection internationale, etc. Normalement, je ne vais pas perdre de sous dessus. A l'inverse, j'aurais fait ma technique de fin de championnat sur un Pep qui a déjà 39 ans, je sais pas s'il serait revenu aussi en forme que mon petit jeune. Alors je vous ai pris 2 extrêmes, mais vous m'avez compris. Donc oui, j'optimise pas forcément l'achat d'un joueur profil pépite, puisque je vais le revendre 2 mois plus tard, mais au moins s'il y a un souci, je limite la casse. Attention aussi à pas acheter un jeune qui est en fin de prêt et qui retourne dans son club pour la saison prochaine, parce que s'il se met à faire du banc toute la saison, c'est pas le top non plus. Voilà, moi ma stratégie, elle est clairement focus sur les fins et reprises de championnat, en ciblant un profil de joueur quand même bien précis. Et alors, entre les différentes fins de championnat, je m'interdis pas de faire un peu d'achat-revente sur des joueurs blessés. Par contre, il faut que ce soit des joueurs qui soient blessés max 2 mois. Parce que s'il y a une fin de championnat qui arrive, par exemple en MLS, et que je ne peux pas investir dans des joueurs parce que mon budget est bloqué sur un joueur blessé, là ça ne le fait pas non plus. Voilà, en ce qui concerne ma stratégie personnelle. Après, je pense que c'est loin d'être la meilleure. Je pense qu'il y aurait plein de trucs à revoir et à redire. Mais le fait d'avoir quelque chose de posé comme ça, de suivre une trame, ça m'évite de m'éparpiller à droite à gauche et de faire des achats que je vais qualifier plus tard d'inutiles. Et c'est vraiment le message que je voulais vous faire passer à travers cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets tout de suite les liens de mes 2 dernières vidéos. Et puis moi, je vous dis à bientôt.